Comment se porte l'amitié judéo-musulmane en France? Eh bien, c'est le thème de l'ère du temps. Vous nous écoutez sur le 94.8, mais également en Facebook Live. Pour parler de cette amitié judéo-musulmane, j'ai le grand plaisir d'avoir deux invités. D'abord, le rabbin Michel Sarfati, qui est le rabbin de Ris-Orangis, professeur émérite d'université et le président fondateur de l'amitié judéo-musulmane de France, ainsi que Mohamed Grim, qui est médiateur de l'association de l'amitié judéo-musulmane. Messieurs, bonjour. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous. Avant d'entrer dans les détails de l'évolution et de la constitution également de cette association de l'amitié judéo-musulmane, il y a un événement. C'est la raison pour laquelle vous êtes aussi là aujourd'hui précisément. Cet événement aura lieu dans une semaine, un tout petit peu plus d'une semaine. C'est le fameux Shabbat Hayé Sarah. C'est un événement de taille soutenu par le consistoire de Paris, le CRIF et la Grande Mosquée de Paris. Monsieur le rabbin, un mot et on y reviendra ensuite en fin d'émission. D'abord, mes hommages et mes remerciements, ma reconnaissance aux trois institutions qui étaient à l'origine de l'existence, de la naissance de notre association. Donc merci au consistoire, merci au CRIF et merci à la Grande Mosquée de Paris. L'amitié musulmane de France, elle se porte. Elle avance, elle réussit là où les institutions de l'éducation nationale, des centres socioculturels d'Île-de-France, de province, de Navarre, là où ils nous invitent, eh bien, nous sommes présents. Et la semaine prochaine, ce sera deux journées portes ouvertes. La semaine prochaine, ce sera un week-end, vendredi, samedi et dimanche, 3 jours, lors duquel nous appelons le maximum de communautés juives à travers la France de se rapprocher de la voisine, de la mosquée voisine, parce que sans doute ils ont des relations régulières, et de leur proposer de leur rendre visite, puis de les accueillir le lendemain Shabbat, plutôt à l'occasion de l'ouverture de l'Arche et de la présentation du Sefer Torah, et de leur lire ce célèbre texte dans lequel nous apprenons depuis 3000 ans que notre ancêtre Isaac et son frère, son demi-frère Ismaël, l'ancêtre spirituel des musulmans, se sont rencontrés, se sont réconciliés autour de la figure d'Abraham. Donc c'est un texte de caractère prophétique, prémonitoire, qui annonce qu'un jour, les juifs et les musulmans seront véritablement frères autour de leur bagage spirituel reçu d'Abraham. Nous allons y revenir, évidemment, sur les textes également. Juste indiquer que le vendredi 29 octobre, c'est la visite des Juifs à la mosquée. Monsieur Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, accueille au sein de la mosquée alors, tous les Juifs qui s'y présenteront, par exemple? Absolument, tous les Juifs qui voudront se joindre à notre antenne, et je profite pour féliciter Christine Taïeb, Hakim Elidi et leur prédécesseur Patrick Conqui, d'avoir réussi à convaincre les deux institutions de s'inscrire dans ce mouvement. Mais je puis vous dire que dans d'autres villes également, nombreuses, c'est la même cérémonie, la même occasion de faire vivre cette amitié naissante entre juifs et musulmans de France. Parallèlement, le samedi 30 octobre, c'est la visite des musulmans à la synagogue et ça va se passer à la synagogue des Tournelles et c'est monsieur Marc Zerbib, président de la synagogue des Tournelles et son rabbin Yves Aaron Marciano et leur communauté qui accueilleront tous les musulmans qui se présenteront donc pour des échanges, pour se rencontrer évidemment pour un dialogue. Alors revenons sur cette association d'abord, l'amitié musulmane de France. C'est une association qui est née il y a plus de 15 ans, monsieur le rabbin. Est-ce que je peux vous demander ce qui vous a poussé? Il y a plus de 15 ans, on était au début des années 2000. C'était une période qui n'était pas facile. Qu'est-ce qui vous a poussé à ce moment-là, justement, à créer cette association? Je vais redire ce que j'ai dit en préambule. C'est l'appel reçu de Roger Kuckerman, de Moïse Cohen, et simultanément, je ne sais par quel concours de circonstances, du recteur d'Ali Boubacar pour m'interroger et dire « Que faites-vous » Et pourquoi vous, monsieur le rabbin? Pourquoi vous? Parce qu'il savait que j'étais très actif dans le dialogue judéo-chrétien
et que j'avais déjà accueilli avec Moïse Cohen, Dalil Walker au consistoire de Paris lorsque nous avons lancé la première commission de dialogue avec les autres religions au sein du consistoire, et que l'interlocuteur naturel de la mosquée de Paris était votre serviteur. Bien. Alors, vous agissez, et ça c'est votre marque de fabrique, j'allais dire, c'est votre méthode, vous agissez sur le terrain, auprès de jeunes générations, vous avez besoin de médiateurs, et vous, monsieur Mohamed Green, vous êtes l'un des médiateurs de cette association. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre action au sein de l'association ? Bien sûr. En tant que médiateur, on intervient beaucoup avec les jeunes, sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, toute forme de préjugés, de discrimination. On intervient généralement dans les collèges, lycées, maisons de quartier, établissements scolaires. Donc on reçoit beaucoup de jeunes stagiaires sur 3 semaines, 1 mois. Oui. Donc on les forme à nos ateliers de préjugés, discrimination contre le racisme et l'antisémitisme. Et ensuite, ils interviennent avec nous dans les établissements scolaires. C'est important de s'adresser d'abord aux jeunes, avant les parents, par exemple. Bien sûr, c'est la nouvelle génération, c'est eux qui feront demain. Donc, bien sûr, c'est important de les former sur ces... Quel langage utilisez-vous quand vous avez des jeunes face à vous qui sont très souvent directs, hein, ils font pas, il n'y a pas de détour avec eux. Comment vous leur parlez ? Directement. On leur parle le plus directement possible. Mais vous devez, j'imagine, affronter quand même des obstacles. Vous devez avoir des propos des uns et des autres qui sont problématiques, qui vont à l'encontre de ce dialogue. Et comment est-ce qu'on réagit à ce moment-là ? De mon expérience, j'ai très peu eu de jeunes qui n'ont pas adhéré tout de suite à ce discours. Très peu, vraiment. Il peut y en avoir, mais moi, j'ai très peu eu de jeunes qui ont œuvré tout de suite à ce discours-là, ça leur parle. Les discriminations, eux-mêmes ont subi des discriminations. Donc, pour nous, c'est une chance de leur apprendre ça. Et qu'est-ce qu'un préjugé, une discrimination, de l'antisémitisme. Là, ils ne savent pas qu'est-ce que l'antisémitisme en entrant dans notre association. Et ils ressortent en ayant plus de connaissances. Quel souvenir vous avez de certains propos qui vous ont un peu marqué de ces jeunes ? C'est de la méconnaissance. Ils ne connaissent pas de juifs. Ouais. Vraiment très peu de personnes connaissent des juifs. Vous agissez le plus souvent auprès de jeunes musulmans. Musulmans, même auprès de jeunes juifs, on peut intervenir. On ne fait pas de différence selon leur religion, donc auprès de plusieurs jeunes. Monsieur le rabbin, quand on agit comme ça dans ce dialogue, pour le dialogue, pour développer ce dialogue judéo-musulman, on doit affronter des préjugés antisémites, c'est certain, et des préjugés anti-musulmans. C'est difficile, j'imagine, de réagir. Comment vous faites ? D'une manière générale, nous banalisons les réactions peu amènes, peu sympathiques pour notre action. Et donc, on garde beaucoup de sérénité, notre sang-froid, et nous finissons par dire « Ok, on a entendu ce que vous avez dans le sac, vous l'avez vidé, maintenant, parlons sérieusement. À quoi tu passes ton temps sur les trottoirs ? Ou bien est-ce que tu réussis en classe ?» Donc nous détournons les propos quelque peu désagréables. Nous savons que dans beaucoup de quartiers, les enfants, peu importe qu'ils soient musulmans, indiens, chrétiens, ont des préjugés sur les juifs. C'est naturel. Autant d'ailleurs chez les juifs sur les musulmans. Oui. Mais il y a un problème de statistiques. La communauté juive est minoritaire, la communauté musulmane est la deuxième religion de France aujourd'hui. Donc, il n'y a rien d'étonnant d'entendre dans les quartiers sensibles des préjugés qui courent sur les juifs de façon naturelle et spontanée. Et ces préjugés, on sait que pour certains, mais heureusement qu'ils ne sont pas nombreux, mais également minoritaires, ils deviennent une expression de détestation des juifs et de haine du juif. Bien. Donc, une fois que nous avons dépassé ce premier obstacle, alors ils découvrent qu'ils sont eux-mêmes objets et victimes de discrimination. Et donc nous affrontons, entre guillemets, leurs préjugés antisémites de manière indirecte, jamais de façon frontale. D'abord, on les amène à découvrir l'association, et grâce à mes collaborateurs, ils sont mis à l'aise, ils sont apaisés parce qu'ils voient un juif
avec son chapeau, ils disent, toi, t'es juif. Et je dis, non, c'est toi le juif. Il dit, ne m'insulte pas, ça fait rien. Et après, j'appelle Mohamed et le lien s'établit, triangulaire. Quelles sont d'ailleurs pour vous les conditions de base d'un dialogue? Est-ce que ce ne serait pas, comme Mohamed l'a dit peut-être tout à l'heure, qu'il y a une méconnaissance, qu'il faut d'abord passer par la connaissance des uns et des autres, et de la connaissance en général, de base? Mohamed, tu l'as dit, ce que tu constates régulièrement, c'est la méconnaissance. Autrement dit, ils ont reçu dans leur milieu, de manière spontanée, une espèce de détestation de l'autre, et pas seulement du juif. Ça peut être également de la France, de la République, du blanc. Oui. Les nouveaux racismes, ils courent les rues maintenant. Bien. Donc, en fait, le but principal, c'est d'amener ces jeunes, et surtout quand on a la chance, comme l'a dit Mohamed, de les accueillir chez nous, dans nos locaux, pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Là, l'effet est beaucoup plus profond que lorsque nous intervenons dans un collège ou dans une maison de quartier pour une matinée. Alors, il faudra attendre l'année prochaine pour les revoir. Tandis que le travail de fond, qui est une réelle formation à la lutte contre toute forme de racisme, là, ils découvrent effectivement que nous leur sommes utiles. Oui. Donc et ils s'attachent à nous. Il y a ce préambule. D'abord, le contact, la prise de contact, recevoir des propos qui sont peut-être au départ agressifs, les dépasser. Et une fois que ces propos et cette agressivité est un peu maîtrisée, Mohamed, dites-nous si les jeunes, en général, sont ouverts à la connaissance, à l'écoute d'abord de cette connaissance, et est-ce qu'ils sont intéressés par ces sujets-là? Bien sûr. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on organise chaque année au mois de juin un grand tournoi de foot. Ouais. Donc on invite des jeunes de différents quartiers, des schools juives qui viennent du Maccabi, de Créteil notamment. Et c'est là où ils apprennent vraiment à se connaître. Par exemple, en dehors de nos tournois de foot, on a des ateliers d'exposition. Ah bon, vous aussi les juifs, vous mangez pas de porc? Oui. Ah bon, vous aussi Et c'est là où ils apprennent vraiment à se connaître et ils se rencontrent. Ils ne se sont jamais rencontrés. Donc un simple tournoi de foot permet de se rencontrer, d'apprendre les coutumes des uns et des autres, et de favoriser la lutte contre les discriminations et les préjugés qu'ils auraient pu avoir l'un envers l'autre. Ouais. Donc l'action comme ça, les actions, des événements que vous organisez, c'est surtout autour du sport en général, c'est ce qui va... le sport n'est qu'une activité, mais nous avons d'autres activités telles que la découverte des lieux de culte, dont nous conduisons des groupes ou d'élèves, ou de jeunes, ou de classes, à la découverte des lieux de culte, avec comme idée non dite aux élèves, mais aux enseignants, l'éducation à la tolérance à travers la découverte des lieux de culte. C'est une activité. Mais nous allons maintenant vivre un événement exceptionnel. Jusqu'à présent, je le dis, nous avons d'abord travaillé au vivre ensemble, à apprendre à nous reconnaître, à nous respecter, créer des solidarités. Mais nous n'avons jamais abordé le dialogue interreligieux. Comment définir le dialogue interreligieux? Tout simplement, en 2 mots, travailler sur ce qui nous est commun. Alors justement, vous devancez cette question. Je souhaiterais savoir si au niveau des textes, parce que si on va un peu plus loin dans l'étude même des textes, est-ce qu'il est possible d'avoir l'esprit critique sur les 2 textes, le texte biblique et le texte du Coran? Alors je vais laisser la parole à Mohamed parce que lui, tous les jours, travaille avec des jeunes filles à élaborer des panneaux et des descriptions sur ce qui nous est commun, c'est-à-dire des textes bibliques et des récits du Coran coranique sur les mêmes thèmes bibliques. On travaille actuellement avec les jeunes sur une exposition que nos jeunes stagiaires sont en train d'effectuer sur le livre Les Juifs dans le Coran. Donc les jeunes retiennent, ils ont lu le livre et ils retiennent des extraits, des passages qui leur ont marqué. Et à la fin, on va faire une exposition de toutes ces phrases-là. Et ce sont des jeunes musulmanes. Ce sont des jeunes femmes. Alors, c'est avec foulard. Et il y a cet intérêt du texte, il y a cet intérêt, bien sûr, de la religion. Donc, il y a un objectif déjà de comprendre les textes. Et qu'est-ce qu'il y a au terme de cette expo? Est-ce qu'il y a des dialogues? Est-ce que vous invitez aussi des juifs pour essayer de voir comment on peut faire réfléchir, comment on peut étudier autour de ces textes du Coran? De lire
le texte de la sortie d'Égypte dans la Torah, dans le livre de Shemot, puis de lire le récit qu'en donne le Coran. Et on découvre que nous avons quelque chose de commun, à savoir le même thème, le même récit, la même histoire. Donc nous bâtissons une mémoire commune. Lorsque nous organisons le tour des mosquées pendant le Ramadan, nous distribuons des flyers et dans ces flyers, nous donnons 2 phrases. Moi, juif, je m'engage à respecter le musulman et l'islam. Puis, deuxième phrase, je demande aux musulmans, moi, musulman, je m'engage à respecter le juif et le judaïsme. Donc, lors de cette tournée, beaucoup de musulmans s'interrogent. Comment présenter correctement ? Présenter correctement. Je ne vous raconte pas les anecdotes que nous vivons. Alors, ça, c'est un autre sujet. Racontez-nous justement. C'est l'occasion de nous dire comment ça se passe. Et oui, parce que c'est ça ce qui nous dira exactement l'état de ce dialogue. Une année, j'étais accompagné par une de vos collègues de France Inter. Oui. Et nous étions arrêtés devant une mosquée radicale, il n'y a pas de doute, et nous avons distribué ce flyer. Et on rencontre un jeune homme, on lui demande de lire le flyer, et il lit, il dit, c'est quoi présenter correctement le juif et le judaïsme? J'ai dit, par exemple, être ami du juif. Et il me répond, moi, être ami du juif, mais il faut que le juif se convertisse à l'islam, après je serai son copain. Ah oui, donc là, c'était plutôt fermé. Une histoire pas vite en gros. Mais l'essentiel est que nous l'avons fait parler, oui. Il a lu et il a découvert que nous faisions, nous, le geste d'aller à la rencontre. Or, c'est ça la base de notre action. C'est d'aller à la rencontre des populations, principalement dans les quartiers sensibles où nous trouvons des jeunes musulmans. Donc, il est important que juifs et musulmans découvrent qu'ils ont un fond culturel et religieux commun qui les unit. En vous écoutant, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des étapes et qu'on doit commencer vraiment très, très, très bas, c'est-à-dire déjà avec une première rencontre et ensuite on parlera d'écoute et peut-être ensuite de dialogue. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses ? Eh ben, effectivement, vous faites bien de mettre en valeur la formule de progrès par étapes. L'une des étapes que nous avons vécues depuis 4 ans, après les 13 années de l'appel, oui. C'est d'organiser un iftar. Pendant les 30 jours de Ramadan, nous allons rencontrer telle ou telle mosquée et nous les invitons le soir à venir dîner avec nous pour rompre le jeûne. Et bien c'est là que nous parlons, que nous échangeons. Quel serait, monsieur le rabbin Michel Serfati, quelle serait votre plus belle victoire au sein de cette association judéo-musulmane de France ? Ma plus belle victoire, je la dois à mes collaborateurs qui ont accueilli depuis 1 an 80 stagiaires et qui les ont formés à la connaissance du judaïsme, de l'antisémitisme, de la Shoah, et de faire d'eux, pour certains, des militants et d'autres, des animateurs qui viennent nous donner un coup de main. Donc des jeunes musulmans qui disent « Je suis prêt à travailler avec vous. Vous allez dans tel centre, dans telle école, je pars avec vous. » C'est extraordinaire. Et c'est cela une de nos meilleures réussites. Je ne parle pas des contacts, parce que nous avons 10 antennes à travers la France. Je leur rends hommage. Elles font ce qu'elles peuvent. Surtout, elles organisent des rencontres à l'occasion de Hanouka, du Nouvel An. Mais elles n'ont pas encore réussi à entrer dans les quartiers sensibles, c'est-à-dire ces écosystèmes que Rougier et autres ont découverts récemment, alors que nous les avons dénoncés depuis 20 ans. Et donc, aujourd'hui, nous passons à l'étape suivante. C'est un petit scoop. J'espère que la mairie de Strasbourg retiendra notre projet de créer à Strasbourg un petit centre avec des jeunes médiateurs des quartiers sensibles pour travailler avec nous et petit à petit de convaincre ou de mettre en place à Montpellier, à Nice, des petites structures autour de l'antenne pour aller recruter des jeunes médiateurs dans les quartiers, les former et
les rendre des acteurs de la construction de l'amitié entre juifs et musulmans dans leur quartier. On a bien compris que votre action, c'était une action sur le terrain. Justement, vous parlez de ces quartiers sensibles, parce que c'est finalement le cœur, là où l'antisémitisme est peut-être le plus fort. Dans ces quartiers sensibles, quels sont les obstacles? Comment on peut y pénétrer? Est-ce qu'il y a un moyen peut-être plus facile qu'un autre pour y pénétrer? Quelles sont peut-être vos méthodes à vous pour aborder ces quartiers sensibles? Leur proposer des projets qui leur parlent. Par exemple. Des tournois de foot, faire des activités avec nous. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Bien sûr, c'est notre travail au quotidien. Et leur réaction? Déjà, s'ils acceptent de venir dans notre association, en sachant le nom de l'association, c'est qu'ils n'ont aucun problème. Donc non, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais eu une personne qui me dit non, je veux pas travailler. Il doit y en avoir, mais personne n'est venu en face de nous dire non, je veux pas travailler avec vous parce qu'il y a des juifs dans votre association. Jamais. Jamais on est venu vers vous. Vous n'avez pas reçu peut-être de mots ou de réactions au sein de l'association pour aller à l'encontre finalement de ce que vous voulez construire? Personnellement, moi, je n'ai jamais eu de ce genre de cas. Et comment ça évolue? Il faut dire encore une fois, la clé de Sésame pour entrer dans les quartiers, ce sont les jeunes de ces quartiers qui viennent travailler avec nous, que nous recrutons, que nous formons. Parce que eux deviennent les ambassadeurs et eux vont dire autour d'eux, à leur famille, à leurs amis, combien ils sont apaisés et ils sont rassurés de travailler avec une association qui défend juifs et musulmans. Très honnêtement, ces derniers temps, est-ce que vous voyez une évolution particulière dans un sens ou dans un autre? Écoutez, cette question d'évolution, quelque part, est une illusion. Pourquoi? Parce que nous sommes une petite association. Nous n'avons pas le rayonnement d'une association au plan national, nous n'avons pas encore acquis. Et donc, couvrir tous les quartiers sensibles de France, que nous connaissons parce que nous avons fait 14 tours de France, et nous sommes entrés dans tous les quartiers sensibles qu'on appelle les US, maintenant on les appelle les QPV. Bien. Autrement dit, nous avons semé des graines. Et chacune de ces graines, elle a fait son effet. Si je vous racontais la quantité d'anecdotes que nous avons vécues, on resterait là jusqu'à demain matin. Autrement dit, quand un enfant d'il y a 14 ans voit des juifs et des musulmans lui tenir un discours qui l'étonne et qui, après l'étonnement, dit « oui, pourquoi pas ». On le laisse, on le retrouve 8, 10 ans, 15 ans après, il dit « je me souviens de vous ». Nous étions très contents. Maintenant, on vous félicite. Autrement dit, nous n'avons pas encore, à ce jour, enregistré la déception de quelqu'un qui nous a vus et qui nous a rencontrés 10-15 ans plus tard. Merci infiniment d'être passé nous voir. On vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de chance et de réussite. On va rappeler l'événement quand même important. C'est la semaine prochaine, le fameux Shabbat Haye Sarah, soutenu par le consistoire Le Crif et la Grande Mosquée de Paris. Et ce sont des rencontres 29, 30 et 31 octobre avec des synagogues et des mosquées ouvertes. Merci, monsieur le rabbin Michel Sarfati. Merci Mohamed Green. Et à très vite sur notre antenne de Radio J. Merci à Radio J. Merci.